Il avait été laissé pour mort dans les bois. Aucun talkie-walkie, aucun renfort, seulement du sang sur les feuilles et le silence figé des arbres d'Ashwood Hollow refermés sur lui. L'adjoint du shérif Noah Carter avait découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Et quelqu'un s'était assuré qu'il ne sortirait pas vivant de cette forêt. Mais les bois n'étaient pas vides. Ce samedi d'octobre, 2 fillettes de 10 ans en balade avec leur fidèle chien tombèrent sur ce qu'aucun enfant ne devrait jamais croiser. Elles n'étaient pas des héroïnes, pas encore, juste 2 sœurs jumelles avec un vieux téléphone à clapet, un carnet griffonné de rêves et un chien qui n'avait jamais quitté leur flanc. Ce qu'elles firent ensuite allait ranimer votre foi en la famille. Et dans la manière discrète qu'a encore Dieu de répondre aux prières, à travers des vies ordinaires. Alors si cette histoire vous touche, abonnez-vous, activez la cloche, car ce récit est de ceux qui nous rappellent pourquoi faire ce qui est juste. A encore un sens. Le vent soufflait entre les érables rougeoyants d'Ashwood Hollow, dispersant les premières feuilles tombées sur les sentiers moussus tels des lettres oubliées. C'était une matinée fraîche de celles qui sentent la terre humide et le bois fumé, et qui donnent au village de Harrow Creek, Vermont, des allures de contes figées dans le temps. Emily et Clara Whitmore, jumelles identiques de 10 ans, marchaient d'un pas familier entre les arbres. Emily, un pas devant, les yeux noisettes vifs et attentifs, portait ses longs cheveux bruns châtaignes en tresses lâches qui caressaient son écharpe marine. Clara, plus douce et plus discrète, la suivait d'un souffle, le regard tendre, les mains occupées à ramasser feuilles et cailloux. Bien qu'elles partagent le même visage, leurs âmes bifurquaient comme 2 rivières. Émilie la protectrice, Clara la rêveuse, elles portaient des manteaux vert mousse aux manches élimées et des moufles tricotés par leur mère lors d'hivers plus cléments. À leur côté trottait Bandy, un berger allemand de 5 ans au pelage noir et fauve, au regard d'ambre calme et lucide. Sauvé d'un refuge rural, après avoir échoué à l'examen final d'un programme de recherche et sauvetage à cause d'une vieille blessure à la hanche, il gardait malgré tout une prestance remarquable. Chaque mouvement de Bandy semblait dicté par une vigilance ancestrale. Il ne vivait pas comme un simple chien. Il marchait comme un gardien invisible, leur ombre silencieuse dans les bois, leur chaleur les nuits froides. Ce jour-là, les filles avaient pris le sentier sud, rarement emprunté à cette période. Les feuilles mortes tapissaient le chemin, les bruits se limitaient au craquement de leurs bottes et aux branches brisées par un chevreuil invisible quelque part au loin. Soudain, Bandy s'arrêta net, museau levé, oreille étendue. Émilie fut la première à le remarquer. « Il y a un truc qui cloche », dit-elle à voix basse. Le chien poussa un aboiement bref, urgent, et s'élança entre les arbres. Les filles n'hésitèrent pas, courant derrière lui, le cœur battant à tout rompre. 20 ou 30 pas plus loin, elles tombèrent sur ce qu'elles n'auraient jamais imaginé voir. Appuyé contre la base d'un érable rouge, à demi dissimulé par des branchages et des fougères mortes, un homme gisait, vêtu de l'uniforme des forces de l'ordre. Du sang avait imbibé le sol sous lui, s'infiltrant dans la terre comme de l'encre sur du vieux papier. Son visage était blême, ses lèvres virant au bleu, et une plaie béante dans son abdomen palpitait au rythme de ses rares souffles. Émilie écarquilla les yeux. Clara s'immobilisa figée. Bandy tournait autour de l'homme, le flairant avec intensité mais sans panique. Il n'y avait aucun doute, cet homme était mourant. Émilie tomba à genoux près de lui. « Il est vivant », murmura-t-elle, les doigts tremblants suspendus au-dessus de la blessure. Clara sortit le vieux téléphone que leur mère insistait pour qu'elles emportent à chaque promenade. L'écran faiblard clignota, puis s'alluma. « J'appelle les secours », dit-elle en tapant les chiffres avec maladresse. L'adjoint Noah Carter avait rejoint le bureau du shérif 3 ans auparavant. À 32 ans, il avait la carrure athlétique d'un coureur, les cheveux sable coupés courts et un regard ciselé par la résilience. Un homme discret, plus à l'aise dans la nature que dans une salle de réunion. Ce matin-là, il n'était pas censé être sur cette portion du sentier. Officiellement, il menait une enquête sur du braconnage. Officieusement, il surveillait un groupe suspecté de trafic illégal de bois et peut-être d'armes. Personne n'était au courant, sauf son supérieur et un vieil ami. Émilie retira son écharpe et la pressa contre la plaie. « Tiens ça » dit-elle à Clara qui s'exécuta, s'agenouillant et appuyant de toutes ses forces, la lèvre inférieure tremblante. Émilie attrapa un bâton tombé au sol et le brisa net. Elle s'en servit pour nouer son écharpe en une sorte de garrot rudimentaire. « Tu n'as pas le droit de mourir », murmura-t-elle. Bandy s'allongea contre les jambes de l'adjoint, immobile, comme s'il savait que le silence tenait ce fil ténu entre la vie et la mort.
En ville, au-dessus de l'ancienne boulangerie Whitmore, dans un petit appartement du 2e étage, Meredith Whitmore, 36 ans, était assise à la table de la cuisine, penchée sur un vieux carnet à spirale. Ancienne boulangère, épaules solides et mains marquées par les années à pétrir, Meredith portait la fatigue d'une décennie de lutte sur ses traits. Sa chevelure brune, enroulée en chignon, laissait échapper des mèches fatiguées par l'angoisse plus que le temps. Elle rayait une énième facture quand le téléphone mural sonna. Son cœur rata un battement. « Madame Whitmore » dit une voix grave à l'autre bout. « Ici l'agent Torres du poste de Harrow Creek. Êtes-vous la mère d'Emily et Clara Whitmore ?» Sa gorge se serra. « Oui. Est-ce qu'elles vont bien ?»« Elles sont en sécurité » répondit rapidement l'officier. « Mais elles ont trouvé un homme blessé dans la forêt. Elles lui ont administré les premiers soins. Les secours sont en route. » Meredith s'effondra sur sa chaise, les larmes perlant au coin de ses yeux. De la fierté mêlée à un sentiment de culpabilité, elle ignorait que ses filles savaient stopper une hémorragie, elle n'avait même pas eu le temps de leur apprendre. Elle peinait déjà à leur offrir des bottes d'occasion. Dans la forêt, les sirènes commençaient à se faire entendre au loin. Clara avait les mains engourdies. Émilie répétait en boucle « Tiens bon, tiens bon, tiens bon ». Lorsque les ambulanciers surgirent, l'un d'eux, une femme aux cheveux argentés et au regard tranchant mais bienveillant, posa les yeux sur les fillettes et dit « Vous venez de sauver une vie ». Émilie cligna des yeux. « Vraiment ?» La femme hocha la tête. Bandit, comme s'il confirmait, poussa un aboiement sec, puis vint se coller à Clara. Elle enfouit son visage dans son pelage, laissant enfin couler ses larmes. Pendant que le vent faisait tomber les dernières feuilleurs de l'automne, que les érables d'Ashwood Hollow respiraient en silence, le monde s'était arrêté un instant pour admirer 2 petites filles, un chien blessé mais loyal et un miracle discret. Le givre s'accrochait aux vitres comme une dentelle fragile, et la lumière du matin rampait lentement sur le plancher usé de l'appartement des Whitmore. Le dimanche s'était levé avec un froid plus mordant encore que la veille, bien que les feuillages flamboyants d'Ashwood Hollow refusent de céder leur splendeur à l'hiver. Dans la petite cuisine aux murs pâles, Meredith se tenait debout près de la cuisinière, regardant fixement la bouilloire frémissante. Ses épaules, raides de fatigue, montaient et descendaient à chaque souffle, comme si maintenir l'équilibre devenait une lutte quotidienne. Meredith Whitmore était le genre de femme dont la force ne se proclamait pas. Elle existait dans les détails, les mains calleuses, le dos droit, le silence maîtrisé. À 36 ans, ses cheveux sombres commençaient à grisonner aux tempes, non à cause de l'âge, mais des nuits blanches et des factures en retard. Elle avait rêvé, autrefois, de tenir une vraie boulangerie. Elle y était presque parvenue, jusqu'à ce que la pandémie ferme définitivement la porte de son échoppe. Depuis, elle vivait de petits boulots, vendait quelques muffins au marché local et donnait des cours de maths le week-end. Chaque dollar comptait, chaque choix était une équation à résoudre. À la table, Émilie et Clara, encore en pyjama, sirotaient du lait tiède, les joues rosies par la chaleur du chauffage soufflant sous la banquette. Bandit dormait à leurs pieds, son flanc soulevant lentement un souffle calme, ses oreilles tressaillant par réflexe. Un coup frappé à la porte tira Meredith de ses pensées. Elle s'essuya les mains sur un torchon et ouvrit prudemment. Une femme grande en manteau anthracite se tenait là. Un sourire discret, presque protecteur, flottait sur ses lèvres. « Je suis la détective Rachel Monrose », dit-elle doucement. Elle semblait dans la quarantaine, les boucles noires soigneusement retenues derrière les oreilles, le regard sombre et attentif. Sa voix était posée, grave, sans dureté. « Je peux entrer ?» Meredith hésita, puis s'écarta pour la laisser passer. Monroe retira son manteau et s'assit à la table face aux jumelles. Elle les observa un instant, sans les mettre mal à l'aise. « Je suis venu vous remercier. Grâce à vous, l'adjoint Carter est toujours en vie. » Les fillettes échangèrent un regard timide. Monroe ne força rien. Parfois, le courage ne porte ni uniforme ni médaille. Parfois, il ressemble à une paire de moufles appuyées contre une plaie. Meredith se racla la gorge. « Je suis soulagée qu'ils s'en sortent. Les filles, elles ont juste fait ce qu'elles pensaient être juste. Ce que bien des adultes n'auraient pas su faire, » répondit Monroe. « Je reviens de l'hôpital. Il est sorti du bloc, stable. Il a perdu beaucoup de sang, mais les médecins sont confiants. » Elle marqua une pause. Il a demandé après elle. Bandit se redressa lentement, laissant échapper un aboiement bas, pas agressif, mais attentif. Monroe se pencha pour le saluer. « Et toi, tu dois être Bandit, le héros derrière les héroïnes.
Clara posa une main sur le pelage du chien. Il n'aime pas les inconnus, mais il sait reconnaître les bonnes personnes. Quelque chose passa furtivement dans le regard de Monroe. Une émotion ancienne, peut-être un souvenir enfoui. Les chiens savent toujours. Elle resta quelques minutes encore, laissa une carte de visite, promit de rester en contact, puis repartit. Meredith l'accompagna jusqu'à la porte. « Détective, dit-elle avant qu'elle ne parte d'une voix hésitante, s'il vous plaît, pas de collecte, pas de cagnotte en ligne, je ne veux pas de charité. » Monroe hocha la tête, compréhensive. Parfois, ce n'est pas de la charité, c'est de la communauté. Elle ne dit rien de plus, mais garda longtemps l'image de Meredith en tête. Cette manière qu'elle avait de se tenir droite, tout en portant trop de poids. Rachel connaissait cette posture. Sa propre mère avait élevé seule 3 enfants après la mort de leur père dans un incendie. L'orgueil avait été leur seule bouée, mais il leur avait aussi rendu le chemin plus rude. Plus tard dans la journée, un van de la chaîne locale s'arrêta devant l'immeuble. Une journaliste blonde au manteau rouge cerise, nommée Holly Brooks, se présenta avec un sourire de présentatrice. « On aimerait parler de vos filles dans notre segment du soir. Le village a besoin d'une bonne nouvelle. » Meredith hésita, mais devant le regard pétillant d'Emily et le sourire timide de Clara, elle céda. « D'accord, mais avec respect. Ce sont encore des enfants. » Holly tint parole. Le reportage fut diffusé à 18h. Des images du lieu de sauvetage alternaient avec les interviews des jumelles. Emily expliquait comment Bandy les avait alertés. Clara, rougissante, montrait l'écharpe utilisée pour faire le garrot. « On voulait juste aider, disait-elle. Personne ne devrait rester seul dans un moment comme ça. » Le clip fut partagé des centaines de fois. Les commentaires affluaient. « Ces filles sont incroyables. Voilà le genre d'histoire dont le monde a besoin. Où peut-on faire un don ?» Meredith coupa les notifications. Elle ne voulait ni pitié, ni projecteur. Ce qu'elle voulait, c'était un emploi stable et un foyer qu'on ne risquait pas de lui retirer chaque fin de mois. Ce soir-là, dans le parking du commissariat, Monroe resta dans sa voiture, le dossier du cas ouvert sur ses genoux. Les photos d'équipements forestiers illégaux, les noms de repris de justice installés dans la région, le rapport préliminaire de Carter, tout pointait vers quelque chose de plus vaste. Ce n'était pas une simple patrouille qui avait mal tourné. Rachel Monroe, méthodique, méticuleuse, sentait que ce dossier allait plus loin et que les racines de ce danger poussaient peut-être dans son propre village. Pendant ce temps, dans leur appartement, Meredith bordait ses filles. Elle vibrait encore d'excitation, mais l'épuisement les avait vite emportées. Bandy grimpa sur le lit partagé, posa son museau sur ses pattes. Meredith retourna à la cuisine, rouvrit son carnet. Rubrique, loyer en attente, facture de gaz, mensualité de carte, cantine scolaire. Elle se mordilla l'intérieur de la joue, puis tourna la page, liste de recettes, scones à l'érable, roulés à la cannelle, pain croûté à l'avoine. Les choses qu'elle cuisinait autrefois avec passion. Son four ne chauffait plus correctement depuis des mois. Un petit bruit la fit sursauter. Sur le paillasson, une enveloppe. À l'intérieur, un mot écrit d'une main soignée. De la part de quelqu'un qui sait ce que c'est que d'élever seul des enfants. Aucune condition, juste de la gratitude. Signé RM. Derrière la note, une carte cadeau pour l'épicerie locale. Meredith resta longtemps dans l'embrasure de la porte, les bras nus face au vent froid. Elle ne pleura pas. Mais quelque chose en elle se dénoua, comme un fil tiré avec douceur, un nœud lâché. Les couloirs de l'école primaire de Harrow Creek sentaient le crayon fraîchement taillé, la cire pour sols et une légère odeur de compote. Des parfums ordinaires, presque anonymes. Mais ce matin-là, quelque chose flottait dans l'air, une attente, un murmure contenu. Des étoiles en papier bleu, rouge et blanc bordaient les murs, découpées à la main par les élèves de 5e année. Sous le panneau d'affichage qui proclamait « Nos héros locaux », on avait accroché une photo. Emily et Clara Whitmore, debout, un peu figées, encadrées par la directrice Naomi Fletcher et une voiture de police en carton décorée de feutres. Dans la salle polyvalente, transformée à la hâte en salle de cérémonie, les élèves étaient rassemblés. Des chaises pliantes en métal, du crépon suspendu au mur et une estrade improvisée. Au micro se tenait Madame Fletcher, une femme dans la cinquantaine, aux cheveux argentés coupés courts et aux yeux perçants. Fine et droite comme un mât de bateau, elle portait ce jour-là une broche en forme de renard en bronze, choisie avec soin. Naomi n'était pas qu'une directrice. Elle était une mémoire vivante de l'école. 20 ans à guider, consoler, structurer. Elle avait même recueilli une élève abandonnée en pleine tempête de neige des années plus tôt, jusqu'à l'arrivée des services sociaux. Ce genre de cicatrice,
invisible mais toujours présente, guidait chacun de ses gestes. Elle tapa doucement sur le micro. Élèves, aujourd'hui nous honorons une forme de courage bien particulière, pas celle qui crie ou qui se bat, mais celle qui agit discrètement, quand personne ne regarde. Émilie et Clara montèrent sur l'estrade en silence. Leur pull vert forêt avait été lavé la veille, et Bandit, qui avait eu droit à une permission spéciale pour assister à la cérémonie, était assis à leurs pieds, portant une médaille en papier faite par les élèves de CE2. L'applaudissement fut immense. Une fillette de CP tenait une pancarte. « Merci Émilie et Clara ». Après la cérémonie, Naomi s'agenouilla devant Bandit, lui caressant le dos. « Tu es un bon chien » murmura-t-elle, « meilleur que bien des adultes ». À l'autre bout de la ville, dans une chambre d'hôpital baignée de lumière filtrée et d'odeur d'alcool, Noah Carter fixait le plafond. Il avait survécu. 17 points de suture, 2 transfusions, aucun organe vital atteint. Les médecins disaient qu'il avait eu de la chance. Mais ce mot ne sonnait pas juste. Ce qu'il ressentait, c'était autre chose. Un vide, une absence lourde et inexplicable, comme si une pièce essentielle lui manquait. La détective Monroe entra sans frapper, un dossier sous le bras. Elle tira une chaise et s'assit à côté de lui. « Tu as meilleure mine » dit-elle sans sourire. Noah tourna la tête. Son teint avait repris un peu de couleur, mais des cernes creusaient toujours son visage. Les apparences, elle l'observa. « Tu veux en parler » Il hésita. « Pas de moi, de mon père ?» Elle acquiesça, attentive. Le père de Noah, George Carter, avait été policier lui aussi. Disparu depuis plus de 20 ans. Le rapport officiel parlait de départ volontaire. Noah n'y avait jamais cru. « J'avais 8 ans, dit-il. Il est sorti pour vérifier un bruit vers l'ancien moulin. Il n'est jamais revenu. 3 mois plus tard, ma mère nous a fait quitter la ville. Je suis revenu seulement l'an dernier. » Il inspira profondément. Je pense que ce qui m'est arrivé n'est pas un hasard. Les types là-bas, ils savaient où je serais. Monroe ouvrit le dossier. Elle en sortit des photos, empreintes de pneus, morceaux de radio, un vieux pistolet rouillé retrouvé non loin de la scène. Elle les étala sur le lit. « Tu reconnais ça ?» Noah montra du doigt le boîtier fissuré d'une radio. « Modèle de dotation fin d'année 90. Mon père en avait une comme ça. » Monroe fronça les sourcils. « Tu crois qu'elle est restée là depuis 20 ans ?» Il secoua la tête. « Non, je crois que quelqu'un la surveille, qu'on attendait. Pendant ce temps, Meredith était assise au bord de son lit, le combiné collé à l'oreille. Elle parlait avec le responsable du marché local, tentant de retrouver son ancien stand. « Je sais que je suis en retard de paiement, mais je peux me rattraper. Cette saison pourrait tout changer. » La voix à l'autre bout resta polie, mais ferme. « Madame Whitmore, vous avez encore des dettes de l'an passé. Je ne peux pas vous réserver d'espace pour l'instant. Je suis désolé. » Elle raccrocha et ferma les yeux. Sur sa commode, un bocal à moitié rempli portait une étiquette griffonnée. « Fond pour le four ». C'était Émilie qui l'avait lancé. Elle y glissait des pièces chaque semaine. Meredith n'avait pas eu le cœur de l'en empêcher. Ce même après-midi, les jumelles et Bandit s'aventurèrent de nouveau vers la lisière de la forêt. Ce n'était pas prévu. Elles étaient censées ranger leur chambre. Mais Émilie ne parvenait pas à ignorer ce quelque chose qui la tirait, comme une corde invisible. « Je veux juste vérifier un truc, dit-elle. »« Vérifier quoi ?» demanda Clara, traînant ses bottes dans les feuilles. Émilie haussa les épaules, sortit son carnet. « Il y a un endroit que Bandit n'aime pas. Il a grogné ici la semaine dernière, et Bandit ne grogne jamais pour rien. » Ils arrivèrent à une clairière à l'abandon, envahie par des herbes hautes et quelques barils rouillés. Bandit s'arrêta net, les poils hérissés, les oreilles tendues. Il aboya 3 fois, sec, précis. Les filles s'immobilisèrent. Émilie nota dans son carnet « Position, sud de Hollow Creek ». Réaction de Bandit, possible piste. Elles ne s'approchèrent pas davantage, mais prirent une photo avec le vieux téléphone. De retour à la maison, Émilie glissa la note dans une boîte à trésors. Frottis de feuilles, pierres étranges, et maintenant, un indice vers quelque chose de plus grand qu'un jeu d'enfant. Le soir venu, Monroe traversait le parking du commissariat. Elle croisa l'agent Nick Barnes, un récent transfert de Burlington. 35 ans, un peu massif, le genre à faire des blagues au mauvais moment. Il lui fit un signe de la main. « Bonsoir, détective. On dirait que tu as un service à demander. » « En effet, répondit-elle. Ma sœur organise une collecte pour Thanksgiving. On cherche des pâtisseries maison. Est-ce que je peux passer commande pour tes carrés au citron? Ceux du mois dernier étaient incroyables. » Monroe haussa un sourcil. « Je ne cuisine pas. » Barnes cligna des yeux. « Quoi? Alors, qui ?» Elle ne répondit pas et s'éloigna, un sourire discret au coin des lèvres. Elle ne les avait pas faits. Elle les avait achetés sur une petite table en bois devant l'immeuble des Whitmore où une affichette disait «
$1. Aidez-nous à réparer notre four. La nuit tomba tôt sur Harrow Creek, comme c'est souvent le cas fin octobre. Les arbres d'Ashwood Hollow avaient commencé à perdre leurs dernières feuilles. Des tourbillons rouges et or glissaient sur le bitume froid, et un frisson s'insinuait sous les portes, par les moindres interstices. Les lampadaires s'allumaient un à un, projetant leur halo doré sur les trottoirs désertés. Au-dessus, le ciel prenait une teinte d'ardoise, et les étoiles restaient cachées derrière des nuées traînantes. Dans la petite cuisine des Whitmore, une odeur de plastique chauffé planait. Meredith était accroupie devant le four, fronçant les sourcils. Elle essayait encore une fois de reconnecter la résistance défaillante. Du gras et de la poussière s'étaient accumulés sous l'appareil, et malgré ses efforts, rien ne prenait. Elle portait un vieux sweat aux manches effilochées, et son visage était marqué par une trace noire sur la joue. Mais ses gestes étaient assurés, résolus. Elle ne lâchait rien. Emily tenait la lampe torche entre ses dents, feuilletant le manuel d'instruction jauni avec des doigts tachés de cambouis. Clara, quant à elle, classait patiemment les outils dans une petite boîte en plastique comme une apprentie mécanicienne consciencieuse. Bandy était allongé au seuil de la cuisine, tête posée sur les pattes, les oreilles attentives à chaque cliquetis. « Essaie maintenant !» lança Emily. Meredith tourna un bouton et appuya sur l'allumage. Un silence, puis rien. Aucune lueur, aucun claquement rassurant. Elle soupira longuement. Clara leva les yeux. Peut-être qu'on peut demander à Madame Fletcher. Elle a réparé le projecteur de la salle de classe avec un trombone et un chewing-gum. Meredith laissa échapper un petit rire. Tentant. Un coup de sonnette retentit. Emily courut ouvrir et revint avec un carton brun de taille moyenne. Sur le dessus, un reçu indiquait « Commande en ligne, Crumble Pomme Cannelle X2 ». À l'intérieur, une petite note dactylographiée. « Livré dimanche. Ma grand-mère rêve encore de votre pâtisserie. Signé W. Martin ». Meredith retourna la carte. L'écriture ne lui disait rien. « Vous avez mis un flyer quelque part ?» demanda-t-elle aux filles. Clara secoua la tête. « Pas pour les crumbles, juste pour les muffins. » Meredith ne répondit pas. Elle alla doucement glisser la carte dans son livre de recettes, referma le carton et se retourna vers le four. « Allez, on n'a pas encore abandonné. » À l'autre bout de la ville, la détective Monroe gara sa voiture près de l'entrée sud d'Ashwood Hollow. Le chemin menait vers le vieux sentier de Hollow Creek, là où Emily avait noté une réaction étrange de Bandy. Rachel était emmitouflée dans un manteau noir épais, une écharpe serrée autour du cou et un bonnet enfoncé jusqu'aux oreilles. Ses pas crissaient sur l'herbe givrée et son souffle se transformait en nuage devant elle. Une lampe torche à la main, elle suivait la carte qu'elle avait pliée dans sa poche. Elle n'était pas seule. Noah Carter, toujours convalescent, portait une veste épaisse et une chemise à carreaux. Il tenait un thermos dans une main, une lampe dans l'autre. Il boitait encore légèrement, mais son regard était clair, résolu. « Tu es sûr de vouloir faire ça ce soir ?» demanda Monroe. Il hocha la tête. Emily a dit que Bandy avait grogné près de l'ancien sentier électrique, là où passe la ligne enterrée. C'est là que je veux commencer. Ils marchèrent en silence, les feuilles mortes s'écrasant sous leurs pas. La forêt, en apparence paisible, semblait retenir son souffle. Aucun chant d'oiseau, aucune branche qui craque, juste le murmure du vent entre les troncs. Après 20 minutes de progression lente, ils atteignirent une clairière recouverte de ronces et de mousse. C'est là que Noah s'arrêta net. Il baissa sa lampe. Un boîtier radio dépassait à moitié de la terre humide, fendue, salie, abandonnée depuis longtemps. Il enfila une paire de gants et le ramassa délicatement. Au dos, à peine visible, les initiales Jesse et Monroe inspira profondément. George Carter. Il hocha la tête, la gorge nouée. Je crois bien. Elle s'accroupit, scrutant le sol, des traces de glissement, presque effacées, quelques empreintes de bottes, fragmentées, anciennes. On fera venir la scientifique demain. Trop sombre pour fouiller maintenant. Elle tapota doucement le boîtier. Mais ça, ce n'est pas rien. Le lendemain matin, au commissariat, Monroe présenta la radio à l'adjudant Frank Sullivan, un vétéran aux épaules larges, la barbe grise, mal rasée, et les yeux ternes d'un homme qui avait trop vu. Il avait autrefois formé George Carter. Lorsqu'il prit l'objet dans ses mains, elles tremblèrent. Je me souviens de ce modèle. On a arrêté d'en distribuer en 2003. George portait le sien jusqu'au jour de sa disparition. Monroe le fixa. « Vous croyez qu'un membre du département est impliqué ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il leva les yeux, lentement, comme s'il regardait un souvenir douloureux droit dans les yeux. « Je pense que les secrets ne restent jamais enterrés, même dans une petite ville.
À cet instant précis, dans l'appartement des Whitmore, un miracle discret se produisait. Meredith venait d'enclencher l'interrupteur du four. Et cette fois, une lumière pâle s'alluma derrière la vitre. Le bruit familier de la chaleur qui monte emplit la cuisine. Les 3 femmes, 2 petites, une grande, restèrent immobiles, puis se mirent à crier de joie. Bandit aboya comme pour célébrer. Meredith essuya ses yeux, pas à cause de la poussière cette fois. Puis elle se mit à pétrir, à mesurer, à saupoudrer, des scones à l'érable, des tartelettes aux pommes, des biscuits à l'avoine. La farine dansait dans l'air. L'odeur du sucre brun remplissait l'appartement. Les filles, tour à tour, battaient la pâte, goûtaient les garnitures, riaient quand Bandit chipait un bout de pâte en douce. À la fin de la journée, Émilie s'installa près de la fenêtre, carnet sur les genoux. Elle ouvrit une nouvelle page. Dossier Ashwood. En haut, elle inscrivit « Entrée numéro 3, radio retrouvée près de Hollow Creek. Bandit a encore grogné. Il y a sûrement autre chose enterrée. » Pendant ce temps, à l'hôpital, Noah Carter était assis dans son lit, une couverture repliée sur les genoux, un journal local à la main. En première page, une photo légèrement floue d'Emily et Clara en train de recevoir leurs médailles en papier sous la bannière « Nos héros locaux ». Il esquissa un sourire, fatigué mais sincère. Puis son regard fut attiré par une petite écriture manuscrite griffonnée dans la marge de l'article. « Elle t'a sauvé, ne gâche pas ça ». L'écriture lui était inconnue. Mais il replia soigneusement la page et la posa à côté de son oreiller, comme un rappel discret de tout ce qui comptait encore. Plus tard, la détective Monroe frappa doucement à sa porte. Elle portait un nouveau dossier, plus épais que les précédents. « J'ai besoin de toi », dit-elle simplement. Il la regarda, les yeux moins fatigués qu'avant. Ce n'est plus une affaire solo. Il hocha lentement la tête, alors on le fait ensemble. À mesure que le jour déclinait, le vent se leva sur Harrow Creek. Une brise glaciale se transforma en rafale. Les nuages s'assombrirent, roulant dans le ciel comme des bêtes agitées. Les feuilles furent arrachées aux arbres et projetées en volutes contre les maisons. Les habitants, prudents mais habitués, rentrèrent les animaux, verrouillèrent les fenêtres, mais il flottait dans l'air quelque chose d'étrange. Comme une tension suspendue, un avertissement sans mots. Dans l'appartement des Whitmore, Meredith était debout devant la fenêtre du salon. Son tablier encore poudré de farine, elle tenait son téléphone à la main. La cuisine embaumait le clou de girofle et la cannelle, mais son cœur était noué. Les filles n'étaient pas rentrées. Elles avaient dit qu'elles partiraient juste jusqu'à la lisière de la forêt. Un rapide aller-retour, mais le bol de Bandit restait intact. Elle s'approcha de la fenêtre, regarda les arbres secoués par le vent. « Reviens, Émilie. » Clara. Au fond de la forêt, sous les racines tortueuses d'un vieil arbre arraché, les 2 sœurs s'étaient réfugiées dans une cavité naturelle formée par le temps. Leur respiration créait de petites volutes blanches dans l'air froid. Bandit était allongé à leur côté, le flanc frémissant, les oreilles plaquées en arrière. Le vent hurlait entre les troncs, soulevant la pluie qui tombait presque à l'horizontale. Et pire encore, des voix. Tout avait commencé par une simple exploration. Émilie voulait vérifier un nouveau coin de la carte, un endroit où Bandit avait grogné à nouveau. Elle n'était pas allée loin, juste assez pour voir un éclat de lumière entre les arbres. Pas des lampes de poche, des lampes frontales, et des voix graves, précipitées, inquiètes. Bandit s'était tendu, avait grondé. Puis un mot, jeté dans le vent, les glaça jusqu'aux os. Les gamines ont vu quelque chose. Elles avaient fui. Bandit les avait conduites jusqu'à cette cachette, courant devant, s'arrêtant, revenant, les poussant presque avec son corps. À présent, elles se tenaient recroquevillées, leurs doigts noués, leur corps tremblant. L'odeur d'humus et de feuilles mortes les enveloppait. Dans le bureau du shérif, Monroe observait la carte de la région, la main posée sur un dossier d'alerte météo. L'appel de Meredith était arrivé quelques minutes plus tôt. Fille disparue. Dernière position connue. Sentier sud, Hollow Creek. Une nausée lui tordait l'estomac. Noah entra, une veste imperméable sur les épaules, sa démarche encore un peu raide, mais sa détermination intacte. « J'y vais ». Monroe ne chercha pas à l'en dissuader. Elle lui tendit la radio. « On y va ensemble ». Ils montèrent dans le 4x4 du service. Le vent fouettait les vitres. Les essuie-glaces battaient en cadence désespérée. La route était glissante, semée de branches brisées. Chaque minute comptait. Dans le creux du bois, Émilie grelottait. La fatigue gagnait son corps. Clara, blottie contre elle, avait les joues rouges, humides de pluie et de peur. Bandit se redressa soudain, grondant plus fort. Quelque chose approchait, un craquement, une branche brisée, tout près.
Émilie se pencha à l'oreille de sa sœur. « Si quelque chose se passe, tu cours. Je ne te laisserai pas, » répondit Clara les yeux brillants. Bandit s'interposa entre elles et la source du bruit. Puis des ombres. 2 hommes en lourds manteaux, leur voix portée à peine, emportées par le vent. « Je suis sûr qu'elles sont par ici. » Bandit aboya, brutal, féroce. Il se jeta hors de la cachette, corps tendu comme une flèche. Le premier homme recula déséquilibré. Le deuxième brandit une barre de métal et frappa. Un cri de douleur fusa. Bandit chancela, mais se redressa aussitôt, agrippant la manche de l'un, tirant de toutes ses forces. Les hommes reculèrent, surpris, puis s'enfuirent en t'en jurant. Bandit sur leurs talons. Émilie et Clara restèrent figées, tremblantes. La pluie continuait de fouetter la terre. Quelques instants plus tard, 2 faisceaux de lumière perçaient les arbres. Noah jaillit du véhicule avant même qu'il ne soit complètement arrêté. « Émilie, Clara !» cria-t-il. Un murmure timide répondit. « Ici !» Monroe courut, tomba à genoux devant Clara et la serra contre elle. Noah s'accroupit devant Émilie, la voix étranglée. « C'est fini, vous êtes en sécurité. » Un gémissement attira leur attention. Bandit sortit des buissons, boitillant une tache sombre sur son flanc. Il leva les yeux vers les filles, remua faiblement la queue, puis s'effondra. « Bandit !» crièrent les jumelles d'une même voix, courant vers lui. Noah le prit doucement dans ses bras. « Il est blessé, faut pas traîner. » Ils remontèrent dans le véhicule. Monroe contacta une clinique vétérinaire d'urgence. La pluie martelait toujours les vitres, mais dans l'habitacle, un silence étrange régnait. Pas de panique, seulement cette stupeur douce qui suit un miracle. À la clinique vétérinaire de Harrow Creek, les lumières étaient encore allumées malgré l'heure tardive. Une enseigne pâle clignotait par intermittence au-dessus de la porte. Cabinet du docteur Martha Lowe, vétérinaire diplômée. C'est elle qui ouvrit la porte lorsqu'ils arrivèrent en urgence. Petite femme d'une 40aine d'années, cheveux bruns attachés en un chignon bas, elle portait une blouse couverte de poils d'animaux et des lunettes glissées au bout du nez. Son calme tranchait avec la panique ambiante. Elle observa rapidement Bandit, le regard précis, les gestes mesurés. « Beaucoup de sang perdu », dit-elle en guidant Noah jusqu'à la salle d'examen. « Mais il est robuste, si on passe la nuit, il aura une chance. » Les jumelles ne quittèrent pas la salle d'attente. Même quand Meredith arriva, essoufflée, son manteau trempé de pluie. Elle les serra contre elle, les bras tremblants, incapables de dire un mot pendant de longues minutes, juste leur souffle mélangé. Juste la chaleur de 3 cœurs réunis après avoir vacillé. Dans la salle d'examen, Dr Lowe recousait, nettoyait, posait des perfusions. Noah observait depuis la vitre, les poings serrés. Il avait vu des hommes tomber, il avait connu la perte, mais jamais comme ça. Ce chien, ce vieux berger à la patte abîmée, il l'avait vu s'interposer entre 2 enfants et un danger sans nom. Il l'avait vu se battre pour elle. Et maintenant, tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre. Plus tard, au retour chez elle, enveloppées dans des couvertures sèches, les filles s'installèrent sur le canapé. Le salon était encore parfumé de cannelle et de sucre. La fatigue alourdissait leurs paupières, mais quelque chose brûlait encore en elles. Émilie regarda sa sœur. « Tu crois qu'elle allait abandonner, maman ? Qu'elle allait se lasser de nous ?» Clara fronça les sourcils. « Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'elle a failli vendre ses alliances. Je l'ai entendu dire au monsieur du marché qu'elle n'arrivait plus à payer. » Clara lui prit la main. « On n'a pas besoin de bague, on a juste besoin d'elle. Et de Bandit. » Noah, assis près de la fenêtre, avait tout entendu. Il détourna le regard, et pour la première fois depuis des années, il sentit ses yeux picoter. Pas à cause de la douleur, mais à cause de ce qu'il voyait. Une famille bancale, fatiguée, mais entière. Quelque chose qu'il n'avait pas eu, quelque chose qu'il avait presque oublié désirer. 1 mois passa. La forêt d'Ashwood se vida de ses couleurs. Les arbres se dressaient désormais nus, leurs branches telles des bras levés vers le ciel gris. Le givre couvrait les pelouses au matin, mais le soleil revenait peu à peu. Il réchauffait les trottoirs, se reflétait dans les vitrines, réveillait le petit marché de la place centrale. Un nouveau panneau était suspendu au-dessus d'un stand fraîchement repeint. Crumbs and Crusts. Le vieux kiosque de Meredith, resté vide pendant 1 an, débordait désormais de pâtisseries fumantes et de confitures de maison. L'air sentait la tarte aux pommes, les scones à l'érable, les brioches encore tièdes. Meredith se tenait derrière le comptoir, tablier propre, cheveux attachés, joues rosies par la chaleur du four et non plus par l'inquiétude. Dans ses gestes, toujours une tension discrète, mais allégée, adoucie. Une lumière revenue, une ardoise indiquait
Demandez nos muffins des héros en l'honneur de 2 courageuses petites filles et d'un très bon chien. Derrière le stand, Émilie et Clara rendaient la monnaie, distribuaient des serviettes, répondaient aux compliments avec des sourires sincères. Bandit, toujours un bandage autour du flanc, était allongé sous la table. Chaque caresse de passant faisait battre sa queue. Il ne courait pas encore, mais il observait, veillait. Il était là. Et cela suffisait. De l'autre côté de la ville, au centre municipal, le gymnase avait été décoré de ballons bleu marine et blancs. Une bannière flottait au-dessus de l'estrade. Lancement du programme Jeunes Sauveteurs en hommage à Emily et Clara Whitmore. Les enfants étaient assis en tailleur sur le sol, les yeux écarquillés. Sur la scène, Noah Carter, guéri, tenait un micro. Son uniforme impeccable, les manches retroussées, ses cheveux rasés pour l'opération, repoussaient lentement. Son pas boitait encore, mais sa voix était claire, posée. « Parfois, les héros ne portent pas de cape, dit-il. Parfois, ils ont 10 ans, les genoux écorchés et plus de courage que certains adultes réunis. Le public rit doucement. Clara rougit et se cacha derrière sa sœur. Émilie sourit, fière. Grâce à ces 2 jeunes filles, nous lançons un programme pour enseigner aux enfants les gestes qui sauvent. Comment garder son calme quand tout s'effondre et pourquoi faire le bien, même seul, compte encore. Les applaudissements furent immédiats. Puis Monroe monta sur scène, portant une petite boîte en velours. Son uniforme officiel, impeccable, sa voix plus solennelle. Et pour conclure, nous aimerions honorer un habitant de cette ville qui, bien qu'il marche sur 4 pattes, possède le cœur d'un lion. Bandit monta sur scène, boitillant fièrement. Son poil brossé, ses yeux clairs. Une médaille bleue autour du cou. Monroe s'agenouilla, attacha une petite plaque dorée, distinction, K9, citoyen d'honneur. Tout le public se leva. Émilie murmura à sa sœur, on dirait qu'il sourit. Ce soir-là, les Whitmore rentrèrent chez elles sous un ciel couleur miel. Le soleil s'était couché doucement, teignant les fenêtres d'une lumière dorée, presque liquide. L'appartement sentait encore la pâte levée et les pommes chaudes. Il n'y avait pas eu de tempête, pas cette fois, juste de la paix. Le genre de paix qu'on n'ose pas nommer de peur de la faire fuir. Dans la cuisine, la table avait été dressée à 4 couverts. 3 assiettes et une gamelle bien remplie pour Bandit. Mais il y avait aussi un autre couvert, une assiette, une fourchette, un verre, posés à la place vide de l'invité attendu. Sur le tableau des tâches familiales accroché au mur, on pouvait lire « Vaisselle et compteur officiel, Noah ». Une petite case griffonnée à la main par Émilie. Noah Carter arriva peu après, les bras chargés de muffins invendus et un sac à dos usé en bandoulière. Il avait officiellement quitté son poste de patrouilleur pour intégrer l'unité communautaire de Harrow Creek. Il formait désormais les jeunes aux gestes d'urgence, aux valeurs de service, et il terminait chaque séance par une histoire. Les enfants disaient que ces histoires étaient vraies, qu'ils n'inventaient rien, ils racontaient juste ce qu'on oublie de voir. Ce soir-là, ils mangèrent ensemble pour la première fois comme une vraie famille. Meredith n'avait rien dit, ni invité, ni insisté. Elle avait juste laissé la porte entr'ouverte, et il l'avait franchie. Pendant qu'il débarrassait, quelqu'un frappa. Rachel Monroe entra, l'air plus calme que d'habitude, un petit boîtier en plastique dans les mains. Une cassette audio, étiquetée à la main, bordée de scotch déchiré. C'était dans les archives du commissariat, mal classé, dans une boîte de pièces saisie. Noah prit l'objet déconcerté. Elle le regarda, puis ajouta « C'est ton père ». Ils installèrent un vieux lecteur cassette retrouvé au fond d'un placard. Un souffle de bande magnétique grinça, puis la voix d'un homme, rauque, grave, chargé d'une tendresse contenue, résonna dans le salon. « Si tu entends ça, fiston, alors je n'ai pas réussi à sortir. C'était pas mon plan, pas ce que je voulais. Mais si un jour tu dois choisir entre ce qui est sûr et ce qui est juste, s'il te plaît, choisis juste, même si ça coûte. Parce que c'est un signe, elle veut rien dire si t'as trop peur pour t'en servir quand ça compte. » Personne ne parla pendant un long moment. Meredith serra les jumelles dans ses bras. Noah, lui, fixait le sol, les poings posés sur ses genoux. Il avait trouvé une vérité dans cette voix. Pas parfaite, pas complète, mais suffisante. Un peu plus tard, Émilie s'installa sur les marches du perron. Les genoux remontés, les bras enroulés autour, Clara vint s'asseoir près d'elle, le menton levé vers les étoiles. Bandit, fidèle à son poste, s'allongea entre elles, sa respiration lente et chaude, son regard perdu dans la nuit. « Tu crois qu'on a vraiment sauvé quelqu'un ?» demanda Émilie à voix basse. Clara hocha la tête. « Je crois qu'on a sauvé plus d'une personne. » Bandit remua doucement la queue. Un battement d'accord silencieux.
Émilie sourit, les yeux brillants. Le plus étrange, c'est que j'ai l'impression qu'on a été sauvés nous aussi. Et c'était vrai. Parce que parfois, les miracles ne prennent pas la forme de rayons célestes ou de sirop capés. Parfois, ce sont des mains d'enfants posées sur une plaie, un chien boiteux qui refuse de fuir, une mère qui se lève chaque jour alors qu'elle n'en a plus la force. Ce que ces filles avaient fait n'était pas seulement un acte de courage, c'était une réponse, une preuve que dans les moments les plus sombres, Dieu travaille encore, à travers les enfants, à travers les cœurs fatigués, à travers ceux qui choisissent, sans fanfare, la compassion. Quelques jours plus tard, les rues de Harrow Creek reprenaient leur rythme lent, comme si la tempête n'avait été qu'un rêve agité. Mais les habitants, eux, n'avaient rien oublié. Le récit d'Émilie, Clara et Bandy s'était propagé bien au-delà des frontières du village. Des lettres affluaient au bureau de poste, adressées à les petites héroïnes de Harrow Creek. Certaines contenaient des dessins d'enfants, d'autres des mots simples. Merci d'avoir montré que le bien existe encore. Meredith les triait le soir, assise à la table, un thé refroidi à côté. Elle ne cherchait pas la gloire. Elle lisait, parfois à voix haute, pour montrer à ses filles que la bonté, même minuscule, pouvait faire du bruit. Un bruit qui réconforte, un bruit qui rassemble. Au marché, Crumbs and Crusts était devenu un arrêt incontournable. Pas pour les gâteaux, bien qu'ils soient délicieux, mais pour l'histoire. Pour cette chaleur humaine qui s'échappait du four autant que des gestes. Un vieil homme, ancien militaire, y venait chaque mardi, juste pour voir Bandy. Il s'asseyait sur le banc d'en face, lui lançait une balusée et murmurait parfois « T'aurais fait un sacré partenaire, mon vieux ». Bandy, lui, ne courait plus aussi vite. Il avait gardé une raideur dans la patte. Mais il observait toujours. Il accueillait les enfants avec un regard calme et laissait les plus petits lui passer des colliers de pâquerettes sans bouger d'un poil. Un matin, alors que le soleil perçait à peine, Émilie sentit quelque chose d'étrange. Elle se leva, enfila sa veste et descendit au salon. Bandy était assis, dos à la porte, fixant le mur, immobile. Lorsqu'elle s'approcha, elle vit ce qu'il fixait. Un petit carton déposé dans la nuit. À l'intérieur, une photo en noir et blanc froissée. 2 hommes devant une cabane en bois, armes croisées sur l'épaule. L'un d'eux était George Carter, plus jeune, souriant, un bras autour des épaules d'un autre qu'Émilie ne reconnut pas. Au dos, une écriture nerveuse. Il était trop près. Ne faites pas la même erreur. Elle montra la photo à Noah plus tard dans la journée. Il resta longtemps silencieux. L'autre homme, dit-il enfin Seom, c'est Hank Darrow, ancien garde forestier, disparu il y a 15 ans. Monroe, contacté dans la foulée, rejoignit Noah au commissariat. Elle apporta la photo à l'adjudant Sullivan. Il pâlit à sa vue. Ce cliché, ça vient du vieux poste de Red Brook. Il a brûlé peu de temps après la disparition de George. On n'a jamais retrouvé l'origine de l'incendie. Pourquoi maintenant ? Demanda Monroe. Pourquoi ressortir ça maintenant ? Parce que quelqu'un sait qu'on regarde dans la bonne direction. Ce soir-là, Meredith retrouva sur le comptoir du stand une enveloppe glissée entre 2 boîtes de muffins. À l'intérieur, un billet de $20 et un post-it. Pour Bandy. Qu'il ait du bon jambon de temps en temps. Il l'a mérité. Elle rit doucement. Et cette fois, ce n'était pas un rire amer, c'était un rire vrai de ceux qui allègent les épaules. Plus tard dans la soirée, Clara demanda « Maman, tu crois qu'un jour, on refera une vraie boutique ? Pas juste un stand. Une boulangerie avec des vitres, un comptoir, un grand four tout neuf ?» Meredith réfléchit. Elle regarda ses mains, celles qui avaient pétri, réparé, réconforté. Puis, elle leva les yeux vers ses filles. « Un jour, oui, mais même si on ne la construit jamais, vous êtes déjà ma plus belle réussite. » Dans le silence qui suivit, Émilie écrivit dans son carnet « Entrée 6, photo déposée dans la nuit, homme non identifié, avertissement implicite, Bandy a détecté la présence avant nous, instinct toujours fiable. Son écriture était précise, structurée, chaque mot soigneusement pesé. Ce n'était plus un jeu, c'était devenu une enquête. » Dans les jours qui suivirent, les nuits de Harrow Creek devinrent plus froides, pas seulement à cause de l'automne qui s'installait, mais à cause de cette tension souterraine, discrète, presque imperceptible, que seuls les plus attentifs pouvaient sentir. Noah, lui, ne dormait plus vraiment. Il restait debout dans le salon, observant les fenêtres, notant chaque son dans un petit carnet noir. Bandy, installé à ses pieds, grognait parfois doucement, comme s'il percevait, lui aussi, quelque chose d'anormal. Un soir, alors que tout semblait calme, un appel brisa le silence du bureau du shérif. Monroe décrocha. La voix à l'autre bout était hachée,
Nerveuse, tremblante, un randonneur, perdu à la limite de Red Brook Trail, disait avoir vu quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Un homme vêtu d'une veste militaire marchant seul dans les bois, traînant un sac étrange derrière lui. Lorsqu'il avait tenté de l'appeler, l'homme s'était enfui dans l'ombre. Il jurait avoir vu des traces de sang. Monroe et Noah partirent immédiatement. Ils connaissaient cette forêt, mais ce soir-là, elle ne leur répondit pas. Chaque branche semblait pointer vers une impasse. Chaque tronc semblait cacher une silhouette. Ils trouvèrent finalement le randonneur tremblant, assis près d'un feu éteint. Il répétait sans cesse « Je n'ai pas rêvé. Je vous jure que je n'ai pas rêvé. » Ils ne retrouvèrent aucune trace de l'homme. Rien, sinon une corde abandonnée et des traces de pas flous dans la boue. Mais Monroe sut, en voyant le visage de Noah à la lumière de la lampe torche, il croyait cet homme. Et ça, c'était plus inquiétant que n'importe quelle preuve. Le lendemain, Meredith ouvrit son stand plus tôt. Elle avait décidé de préparer des galettes de sarrasin comme celles que sa grand-mère faisait pendant la guerre. Une recette qu'elle avait toujours jugée trop rustique, trop simple. Mais aujourd'hui, la simplicité avait un goût rassurant. Émilie, penchée sur son carnet, nota entre deux clients « Hypothèse 1, l'homme sur la photo est encore vivant. Hypothèse 2, il veut qu'on découvre quelque chose. Ou alors, il nous teste. » Clara, elle, dessinait un plan de la forêt avec des couleurs différentes. Vert pour les sentiers sûrs, orange pour les zones inexplorées, rouge pour les lieux où Bandit n'aime pas aller. Meredith, sans le dire, copiait discrètement ses dessins et les glissait dans les poches de Noah quand il passait prendre un muffin. Un matin, Bandit se mit à aboyer sans raison apparente. Il courut jusqu'à la porte, se planta devant, les oreilles dressées, le dos raide. Meredith ouvrit doucement. Personne. Mais sur le seuil, une enveloppe. Froissée, sale, sans timbre. À l'intérieur, une coupure de journal datant de 15 ans. Titre : Disparition du garde forestier, Hank Darrow, toujours aucune piste. Une annotation manuscrite au feutre rouge. Il avait trouvé quelque chose dans le vieux silo. Ils l'ont fait taire. Meredith courut jusqu'au poste de police, enveloppe à la main. Monroe la reçut immédiatement. « Le vieux silo ?» murmura-t-elle. « C'est en terrain militaire désaffecté, non ?» Noah hocha la tête. « Interdit au public depuis plus de 10 ans. » Monroe se leva. « On y va ce soir. » Ce soir-là, le vent soufflait plus fort. Les nuages se formaient bas, comme s'ils voulaient cacher la forêt. Noah, Monroe et Bandit, malgré sa patte fragile, prirent la route à la tombée du jour. Le silo se trouvait au bout d'un ancien sentier oublié, camouflé par des broussailles épaisses. Une structure en béton, haute et silencieuse, recouverte de mousse et de graffitis effacés. Ils franchirent la grille rouillée. La lumière de leurs lampes caressait les murs, révélant des éclats de métal, des inscriptions anciennes. Bandit grognait faiblement, ses sens en alerte. Ils descendirent les escaliers en colimaçon qui menaient au souterrain. L'odeur était étrange, poussière, rouille et quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien, de plus vivant. Au fond d'un couloir, ils trouvèrent une pièce verrouillée. La serrure avait été forcée récemment. Monroe poussa la porte. À l'intérieur, des caisses vides, des sacs en toile et une carte. Une vieille carte de la région, marquée de croix rouges, d'annotations au stylo, de cercles et de flèches. Tout convergeait vers Arrow Creek, vers la lisière nord. Noah tendit la main. Il y avait un mot au centre de la carte, entouré plusieurs fois. Jonction. Il tourna la tête vers Monroe. On a mis le doigt sur quelque chose. Ils revinrent du silo avec plus de questions que de réponses. Dans la voiture, Monroe conduisait sans parler, le regard dur et fixé sur la route. Noah, à côté, tenait la carte à deux mains, la lisant comme s'il cherchait à décrypter un code invisible. Bandit, à l'arrière, reposait sa tête sur le siège, fatigué, mais toujours éveillé à la moindre vibration. De retour au poste, ils étalèrent la carte sur une grande table. Monroe alluma une lampe halogène. Les annotations manuscrites formaient un schéma presque obsessionnel. Des numéros, des coordonnées, des dates, une trajectoire. Quelqu'un avait passé des années à surveiller les mouvements dans les bois autour de Arrow Creek. Mais ce n'était pas une simple étude de la faune ou des sentiers. C'était un quadrillage militaire. « Tu vois ce que je vois ?» demanda Noah. Monroe hocha la tête. Quelqu'un traquait des livraisons, des déplacements nocturnes, peut-être même des dépôts. Ou des gens, ajouta Noah, sombre. La croix rouge la plus marquée était située à la limite nord du bois, près d'une vieille station de pompage désaffectée. À côté, griffonné en rouge, jonction, vérité enterrée, le mot restait en suspens dans l'air. Vérité, enterrée, depuis combien de temps et par qui ?
Le lendemain, Noah décida de retourner seul au vieux poste frontière, celui où son père avait été vu pour la dernière fois avant sa disparition. Le bâtiment était en ruine, mais les fondations tenaient encore debout. Il marcha lentement, chaque pas soulevant un nuage de poussière et de souvenirs. Les murs étaient tagués, les portes défoncées, mais au sol, dans un coin sombre, il trouva quelque chose que personne n'avait vu jusque-là. Un carnet protégé par une housse plastique. À l'intérieur, des notes codées, des schémas et un nom qui revenait sans cesse, Project Meridian. Un nom qu'il n'avait jamais entendu et qu'il ne trouva nulle part dans les archives officielles. De retour chez les Whitmore ce soir-là, il montra le carnet à Meredith. Les filles écoutèrent en silence. Clara fronça les sourcils. « Tu crois que c'est un genre de plan secret, comme dans les films ?» Emily pencha la tête. « Non, c'est pire, c'est réel. » Meredith regarda Noah droit dans les yeux. « Tu penses vraiment que ton père a été tué parce qu'il a découvert quelque chose ?» Il hocha la tête, lentement. « Et je pense qu'il n'était pas seul. » Dans la cuisine, Bandy se leva brusquement. Il grogna, courut vers la porte. Cette fois, lorsqu'ils l'ouvrirent, il n'y avait rien, sauf une boîte posée sur le perron. Petite, en métal, verrouillée par un simple cadenas rouillé. Aucune inscription, aucun mot. Ils l'ouvrirent à l'aide d'un vieux tournevis. À l'intérieur, un petit dictaphone. Monroe, prévenue dans la minute, accourut, l'objet à peine entre les mains. Elle inséra une pile, appuya. La voix était celle d'un homme fatigué mais déterminé. « Si vous trouvez ceci, c'est que la vérité n'a pas été complètement ensevelie. Project Meridian n'était pas un mythe. Ce qu'ils ont fait dans ces bois dépasse l'entendement. Les gens impliqués, certains sont encore là, dans votre ville, et ils n'ont jamais été inquiétés, parce qu'ils se protègent les uns les autres, parce qu'ils savent que personne ne croira un vieux garde forestier ou un père disparu. » Silence. Puis, un autre passage, plus grave, « Si mon fils entend ça, Noah, n'oublie pas que parfois, la justice ne viendra pas avec une étoile sur le torse. Elle viendra à pied, dans le noir, et ce sera à toi de décider jusqu'où tu es prêt à aller pour l'éclairer. » Le message s'arrêta brusquement. Pas de conclusion, pas d'adieu. Monroe appuya sur pause. Elle regarda Noah, les traits crispés. Il se tenait debout, raide, comme figé dans une époque qui n'existait plus. Emily s'approcha doucement. Elle glissa sa main dans la sienne. « C'était ton papa ?» Il ne répondit pas. Mais ses yeux, humides, suffisaient. Cette nuit-là, personne ne dormit vraiment. Même Bandy, d'ordinaire si calme, garda les yeux ouverts, les oreilles attentives, comme s'il savait que quelque chose approchait, et qu'il faudrait être prêt. Le lendemain, une brume lourde s'était installée sur Harrow Creek. Le genre de brume qui avale les sons et donne l'impression que la ville retient son souffle. Monroe convoqua une réunion confidentielle dans le sous-sol du commissariat. Étaient présents Noah, elle-même, le shérif Sullivan, dont la loyauté devenait de plus en plus incertaine, et un analyste local du comté de Fairhaven, discrètement appelé en renfort. Le dictaphone fut posé au centre de la table. La voix du père de Noah résonna une nouvelle fois dans le silence pesant de la pièce. L'analyste pâlit. Lorsqu'il entendit le mot « Meridian », il sursauta légèrement. Puis d'une voix basse, presque coupable, il avoua « J'ai déjà vu ce nom passer ». Mais jamais sur des documents officiels, seulement dans les annotations des rapports internes du Pentagone, des pages manquantes, toujours rayées, toujours déplacées. Sullivan fronça les sourcils. Déplacées par qui? Par ceux qui ont autorité sur tout le reste. Il n'en dit pas plus. Monroe, elle, prenait des notes. Sa main tremblait légèrement. On doit aller à la jonction, avant qu'il ne les fasse aussi. Noah acquiesça. Mais au fond de lui, quelque chose l'inquiétait. Il avait cette sensation persistante, comme un frisson qui refuse de s'éteindre. Ils étaient suivis, depuis plusieurs jours, pas par quelqu'un de visible, mais par une présence, quelqu'un qui attendait le moment exact pour surgir. Meredith, de son côté, tenta de garder ses filles à l'écart du tumulte. Mais Emily n'était plus une petite fille qui croyait au monstre sous le lit. Elle posait des questions précises, parfois dérangeantes. Elle suivait les échanges. Elle avait compris que Project Meridian n'était pas un mythe et que leur famille se trouvait désormais au centre d'un maelstrom qu'elle ne pouvait plus ignorer. Un soir, elle griffonna sur une feuille qu'elle glissa dans le carnet de Noah pendant qu'il dormait sur le canapé. « Si on nous ment depuis si longtemps, c'est que la vérité fait peur à quelqu'un. Et si la vérité fait peur, c'est qu'elle vaut la peine d'être découverte. » Le matin suivant, Noah se rendit à la station de pompage, là où la carte trouvée dans le silo indiquait la fameuse jonction. Il y alla seul. Du moins, c'est ce qu'il croyait.
Mais à peine avait-il franchi la barrière rouillée qu'un bruit discret le fit se retourner. Bandit, suivi de Clara, puis d'Émilie. Il voulut protester, mais les filles l'arrêtèrent net. « Tu n'iras pas seul, pas cette fois !» Il soupira. Mais au fond, il fut soulagé. Ils avancèrent dans les bois en silence. La station se révéla au bout d'un vieux sentier couvert de ronces. Une bâtisse de béton semi-enterrée couverte de mousse, de rouille et de silence. Bandit s'immobilisa à quelques mètres, la queue basse, les muscles tendus. Noah ouvrit la porte. Une puanteur monta immédiatement, l'odeur de l'abandon, de la moisissure et quelque chose d'autre. Ils descendirent lentement. Une lumière vacillante clignotait encore, nourrie par une source d'énergie inconnue. Ils avancèrent, lentement, jusqu'à une salle bardée d'équipements déconnectés. Et là, au centre, un cercueil. Pas un vrai, une sorte de caisson métallique, avec une vitre. À l'intérieur, un homme, en vie, branché à une perfusion artisanale. À côté, une carte d'identité usée, Hank Darrow. Émilie recula d'un pas, la main sur sa bouche. Noah s'approcha, le cœur battant. Il appuya sur le panneau de contrôle. Rien. L'écran était mort. Mais une bande audio s'enclencha. La voix de Hank, faible, mais claire. « Si vous entendez ça, alors j'ai échoué. Ou peut-être que j'ai réussi et que quelqu'un m'a retrouvé. Ce que vous voyez ici, c'est la dernière pièce d'un jeu qu'ils ont commencé il y a 20 ans. Un projet secret, destiné à surveiller des cibles sur le sol américain. Des civils, des vétérans, des enfants. Parce qu'ils voulaient savoir ce que l'homme est prêt à devenir sous la pression. » Clara tremblait. Émilie serrait les poings. Bandit grognait, fixant l'ombre au fond du couloir. J'ai essayé d'en sortir, de les dénoncer, mais ils m'ont effacé, enterré vivant, et tout ce que j'ai découvert est caché dans cette salle. Ils fouillèrent chaque recoin, des dossiers, des cartes mémoire, des plans, des listes de noms, certains familiers, d'autres terrifiants. Puis un bruit, une branche dehors. Quelqu'un approchait, Noah rassembla tout dans un sac. Ils sortirent précipitamment, Bandit ouvrant la marche, les enfants entre eux, silencieux, concentrés. Mais au moment de franchir la porte, une silhouette se dressa, armée. Noah se plaça devant les filles. « Allez, courez !» Mais la silhouette ne tira pas. Elle parla. « On pensait que personne ne retrouverait cet endroit. Vous venez de signer votre arrêt de mort. » La silhouette ne bougeait pas. Elle était grande, encapuchonnée, sa voix froide et maîtrisée. Son arme pointait non pas sur les filles, mais sur Noah. Clara et Émilie, restées figées quelques pas derrière, tremblaient sans bruit. Bandit, lui, était entre eux, prêt à bondir, mais conscient qu'un faux mouvement pouvait tout déclencher. « Qui êtes-vous » demanda Noah, sa voix ferme, malgré l'adrénaline. Quelqu'un qui a passé sa vie à protéger un secret qui n'aurait jamais dû exister. L'inconnu baissa lentement son arme. « Vous ne devriez pas être ici. Ce que vous avez vu, ce que vous avez réveillé, d'autres sont déjà en train de le suivre à la trace. Et ils ne parleront pas. » Noah avança d'un pas prudemment. « Alors aidez-nous. Si vous avez vraiment protégé tout ça, c'est que vous avez des réponses. » L'homme sembla hésiter. Puis il pointa du doigt un petit boîtier, enfoui à moitié dans la terre au pied du mur. « Emmenez ça. Ce disque dur contient les premières expérimentations du projet. Les premiers cobayes. Vous verrez pourquoi ils ont enfermé Hank. Pourquoi ils ont fait taire mon frère. » Émilie s'approcha timidement, attrapa le boîtier avec précaution, puis l'homme tourna les talons. « Vous avez 3 jours. Après, tout disparaîtra. Et moi avec. » Il disparut dans les arbres comme un fantôme. Personne ne parla sur le chemin du retour. Même Bandit, d'ordinaire si réactif, marchait en silence, comme s'il sentait que la ligne qu'ils avaient franchie n'avait pas de retour possible. De retour au poste, Monroe était déjà là. Elle les attendait, téléphone à la main, l'air grave. Quelqu'un a piraté le réseau du comté. Toutes les données sur les terrains fédéraux autour de Arrow Creek ont été effacées. Même les copies. Noah posa le sac rempli de documents sur le bureau. Pas toutes. Ils passèrent la nuit à scanner, trier, sécuriser. Le disque dur contenait des vidéos de caméras fixes. Des hommes, parfois des femmes, placés dans des environnements clos, observés, testés, privés de sommeil, de nourriture, certains exposés à des sons stridents pendant des heures, puis des rapports, froideur clinique. Sujet 14 a résisté 78 heures avant l'effondrement. Sujet 22 a attaqué l'équipe médicale. Échec du conditionnement social. Terminé. Meredith, lorsqu'elle vit les vidéos, recula d'un pas. « Ils ont fait ça ? Ici ?» Monroe hocha la tête. « Le projet n'a jamais quitté cette région.
Et il n'a jamais été arrêté, seulement masqué. Émilie ouvrit un rapport estampillé niveau 5. Œil seulement. Elle lut à voix haute, la gorge serrée, détection de comportements émergents chez les enfants exposés au même environnement que les sujets adultes. Hypothèse, transmission de stress post-traumatique par mimétisme comportemental. Meredith s'approcha, posa ses mains sur les épaules de sa fille. Ça suffit. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Elle savait désormais que cette forêt, leur forêt, avait été un terrain d'expérimentation, que des gens, des voisins, des figures locales avaient pu participer, ou tout au moins détourner les yeux. Le matin suivant, Bandit refusa de manger. Il restait près de la porte, reniflant l'air, grognant doucement, comme s'il sentait le changement dans le vent. Et puis, le téléphone sonna. Monroe décrocha, une voix calme, mécanique. « Vous avez 3 jours ? 3 jours pour oublier, ou 3 jours avant que tout disparaisse avec vous. » La ligne coupa net. Noah, lui, ne tremblait plus. Il leva les yeux vers Monroe. « Alors on a 3 jours pour faire du bruit ?» Ils décidèrent de tout envoyer. À des journalistes, à des avocats, à des vétérans, à des élus honnêtes, à des enseignants, des familles, des jeunes, à tous ceux qui pouvaient transmettre l'histoire, l'archiver, la rendre incontrôlable. Émilie transforma ses carnets en dossiers numériques. Clara illustra chaque lieu, chaque personnage, chaque fragment, pour en faire une archive vivante. Meredith rédigea une lettre à ceux qui ont encore un peu de lumière en eux. Noah fit des copies. Monroe contacta des anciens collègues de l'armée. Le réseau se mit en place en une nuit. Et pendant ce temps-là, Bandit attendait. Parce qu'il le sentait, lui. L'orage approchait, le 2e jour s'ouvrit sur un ciel d'un gris métallique. Les rues de Harrow Creek étaient silencieuses, comme si la ville entière retenait son souffle. Un calme tendu, presque surnaturel. Dans le bureau du shérif, Monroe traçait une ligne rouge sur une carte murale. Chaque point représentait un site d'expérimentation. Il y en avait 8, tous dans un rayon de 30 km, tous à moins d'1 heure de marche d'une école, d'une ferme ou d'un foyer. Émilie tapait frénétiquement sur le clavier. Son dossier était devenu un véritable site, protégé, codé, avec des sauvegardes automatiques dans le cloud. Elle n'avait que 12 ans, mais elle avait compris quelque chose d'essentiel. L'histoire ne se transmet pas toute seule. Il faut l'enregistrer, la structurer, la rendre indélébile. Clara, elle, dessinait sans relâche. Elle avait recopié le visage de l'homme dans le caisson, celui de Hank Darrow, puis celui de l'homme encapuchonné, de mémoire. Elle dessinait aussi les lieux, le silo, la station, la cabane abandonnée. Puis elle s'arrêta, leva les yeux vers Noah. « Tu crois qu'il y en a d'autres, comme lui, d'autres vivants, enfermés ?» Noah ne répondit pas. Mais son silence suffisait à faire trembler. Ce soir-là, ils organisèrent une veillée dans le jardin des Whitmore. Pas une veillée de prière, une veillée de mémoire. Meredith apporta des chaises, du thé chaud, des gâteaux. Les voisins vinrent, certains en silence, d'autres avec des questions. Une centaine de personnes en tout. Une communauté rassemblée par l'ombre, mais guidée par la lumière. Monroe parla la première. Elle raconta l'histoire de Hank, de la découverte, des preuves. Elle ne donna pas de nom, mais elle en montra assez pour que chacun comprenne que le mal n'était pas lointain. Il portait parfois un uniforme, un badge ou un sourire familier au supermarché. Puis vint le tour de Noah. Il parla de son père, de ses doutes, de sa colère, mais aussi de ce qu'il avait retrouvé, de ce message laissé sur un vieux dictaphone rouillé, de cette voix brisée mais toujours vivante qui refusait de se taire. Émilie lut un passage de son journal. Clara montra ses dessins. Et Bandit, à leur côté, assis, bien droit, comme s'il écoutait lui aussi, aboya une fois. Juste une. Mais cela suffit à faire sourire tout le monde. Même au milieu de cette noirceur, mais au fond de la foule, quelqu'un regardait sans s'approcher. Une silhouette, seule, près du portail, l'homme encapuchonné. Il observa, puis fit un pas en arrière et disparut. Le lendemain, le chaos arriva, pas sous la forme d'une descente policière ou d'un hélicoptère, mais de l'ombre. Les lignes téléphoniques tombèrent, le réseau fut coupé, les caméras de surveillance déconnectées, les archives numériques piratées. Tout ce qui avait été construit pour protéger la vérité était attaqué. Mais ils étaient prêts. Noah avait distribué des copies physiques dans 5 comtés. Monroe avait contacté une journaliste du New York Sentinel prête à publier en frontal. Émilie avait gravé 3 disques durs envoyés par coursier à Chicago, Boston et Denver, et surtout, ils avaient un témoin vivant, Hank Darrow, protégé, caché, réveillé. Oui, Hank s'était réveillé, la perfusion avait tenu, sa voix était faible.
Mais il se souvenait de tout. Il fut transporté dans une cabane isolée, au nord de la ville, protégé par des volontaires. Un médecin militaire à la retraite, ami de Monroe, le stabilisa. Et lorsque Hank vit Noah, il sourit. Un sourire triste mais sincère. « Tu ressembles à ton père. » Puis, il raconta tout. Le début du programme, les expériences sur les vétérans, les tests sur les enfants accidentellement exposés, les ordres venus de trop haut, l'obéissance, puis la culpabilité. Ils m'ont enfermé parce que j'ai dit non, parce que j'ai voulu alerter. Et ils savaient que si je parlais, ce projet entier s'effondrait. Cette nuit-là, Noah, Meredith, les filles et Monroe restèrent tous ensemble dans le salon. Bandy dormait au pied du canapé, les oreilles toujours tendues. Et alors que l'aube pointait à peine, le téléphone sonna. Une voix de femme, fatiguée mais ferme. « C'est fait, l'histoire est en ligne. En une, ce n'est plus à eux. C'est au monde maintenant. » Un silence, puis Monroe souffla. « Alors qu'ils viennent, on les attend. » Le matin du 3e jour, les rues de Harrow Creek s'étaient vidées. Pas par peur, mais par instinct. Comme si la ville elle-même savait que quelque chose s'était brisé. Qu'un mur invisible entre le mensonge et la vérité venait de céder. Les regards dans les fenêtres n'étaient plus les mêmes. La méfiance s'était changée en vigilance. Et la résignation, en préparation. Au poste, Monroe vérifiait les derniers fichiers. Le serveur local avait été détruit dans la nuit. Mais cela n'avait plus d'importance. L'histoire était déjà entre les mains de centaines de personnes. Noah, quant à lui, parcourait les routes poussiéreuses autour de la vieille station de pompage. Il cherchait des signes d'agitation, des empreintes, une trace, quelque chose indiquant que les responsables revenaient pour effacer leurs crimes. Mais il n'y avait personne, le silence, le vent. Et Bandy, toujours à ses côtés, dressé comme une sentinelle. Dans la cabane isolée, Hank Darrow s'était rendormi, mais son visage était paisible, comme si avoir parlé avait desserré un étau invisible. Meredith s'occupait de lui. Emily restait près du poêle, lisant ses propres mots imprimés dans un journal numérique désormais repris par plusieurs médias indépendants. Clara, elle, dessinait un nouveau portrait, celui de son grand-père qu'elle n'avait jamais connu, mais qu'elle avait appris à aimer à travers les silences. Et puis, ce fut fini. Pas de sirène, pas de procès, pas de camion noir, seulement un article dans le Washington Tribune titré en lettres sobres « Projet Méridien, les oubliés de l'État », puis un autre dans The Atlantic, et un autre sur un podcast indépendant. Une émission télé, un débat, un appel à témoins. Les noms, d'abord codés, finirent par sortir, lentement, l'un après l'autre, ceux qui avaient dirigé, ceux qui avaient obéi, ceux qui s'étaient tus, et avec chaque nom dévoilé, un silence fut brisé. Les habitants de Harrow Creek organisèrent une cérémonie, pas une célébration, un hommage pour ceux qui avaient souffert, pour ceux qui n'avaient jamais été retrouvés, pour ceux qui avaient été rendus invisibles. On planta un arbre à la limite de la forêt, à l'endroit exact où Hank avait été découvert. Une stèle simple, à ceux qu'on a effacés. On ne vous oubliera plus. Noah reprit le nom de son père sur sa plaque militaire. Il l'ajouta à celle de Hank et l'accrocha dans le bureau de Monroe, au mur où désormais les souvenirs avaient remplacé les ordres. Emily continua d'écrire. Elle créa un site, Echoes of the Forest, où d'autres pouvaient raconter leurs histoires. Clara publia un livre de dessins. Bandy devint une légende locale, souvent invitée dans les écoles. Les enfants le dessinaient, les anciens le caressaient, et tout le monde le respectait. Il n'était pas qu'un chien, il était le gardien d'une vérité. Monroe fut mutée peu de temps après, sur sa demande. Elle souhaitait un nouveau départ. Mais avant de partir, elle offrit à Noah son insigne, gravé au dos. La loi ne protège que si elle se bat pour ce qui est juste. Noah resta. Il rénova la vieille maison de son père, travailla avec Meredith pour offrir un refuge à d'autres survivants du programme. Pas toujours visibles, pas toujours officiels, mais présents et vivants. Un soir, alors que la lumière du crépuscule baignait les collines d'or, Noah s'assit sur le perron, Bandy à ses pieds. Emily lisait à voix haute un message reçu depuis l'Arizona, une ancienne infirmière militaire qui reconnaissait Hank sur les photos publiées. Elle voulait parler. Noah sourit. Alors l'histoire continue. Clara leva les yeux. Et elle commence comment, cette fois? Il réfléchit un instant, puis répondit avec un chien, une boîte et 2 fillettes qui ont refusé d'avoir peur. Ils rirent doucement. La forêt chantait à nouveau, pas un chant de menace, mais un chant de veille. De mémoire, de résistance, et au loin, dans le vent, quelque part entre les branches,
La voix d'un homme disparu murmurait encore, comme une promesse. La vérité finit toujours par sortir, même dans les bois.